Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Baie-Saint-Paul, d'abondantes précipitations provoquent des inondations et des dégâts sans précédent. À Berthierville, l'organisme L'Envol permet de briser l'isolement des personnes qui vivent ou ont vécu une problématique de santé mentale. À Amqui, la soupe populaire devient un outil pour lutter contre les préjugés. À Saint-Gabriel de Brandon, l'humoriste et animateur Alain Dumas nous propose de bénévoler à l'unisson. À Forestville, le Centre Le Nordais organise plusieurs activités pour souligner l'importance du bénévolat dans le développement de la communauté. À Saint-Raymond-de-Portneuf, une ferme rustique donne l'exemple en matière de recyclage des ressources alimentaires. À Cap-aux-Oies, les maraîchers comptent sur les marchés de proximité pour prospérer. À Montjoly et à Sainte-Flavie, on présente l'exposition Tracé de voyage, 20 ans d'aller-retour en réalité augmentée. Bonne émission. La réalisation du Bulletin des régions est rendue possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui proviennent de partout au Québec. Bonne émission. À Baie-Saint-Paul, des ponts sont pulvérisés et des quartiers entiers sont inondés. Lysia Duchesne, de TVCO, dresse le portrait de cette catastrophe naturelle. C'est autour d'11h30 que le courant a été volontairement coupé le 1er mai dans tout le centre-ville de Baie-Saint-Paul. L'état d'urgence est alors déclaré. Pour l'instant, c'est clair que là, on déploie, ça va quand même assez rapidement, mais c'est suite à de puissantes averses dans les hauteurs combinées à la fonte des neiges que les bassins versants de la vallée du Gouffre sont sortis de leur lit à un niveau encore jamais vu dans l'histoire de Charlevoix. Rapidement, les mesures d'urgence ont été mises en place. La municipalité de Baie-Saint-Paul étant traversée à plusieurs endroits par la rivière du Gouffre et ses affluents, chaque ponceau est devenu un passage à risque. Là, on a réuni plusieurs scénarios en même temps, là, donc plusieurs aléas qu'on appelle, donc perte de courant, inondation, glissement de terrain. C'est sûr qu'on pratique souvent juste un ou deux aléas. Là, 3-4 aléas, bien, ça nous fait réagir encore plus. Le principal, c'est les gens. Et après ça, c'est les résidences, bien sûr, là, mais c'est important de mettre les gens en sécurité le plus rapidement possible dans ces événements-là. Donc, il n'y a pas de maison de détruite jusqu'à maintenant. On a des garages de parties, on a des maisons qui sont proches de glissement. Mais puis des maisons qui ont de l'eau dans le sous-sol. C'est ce qu'on a présentement. Il y a des gens qu'on ne voudra pas qu'ils retournent dans leur domicile, tant que la rivière n'aura pas baissé. Et après ça, qu'une évaluation aussi, parce que s'ils ont eu de l'eau dans le cave, dans le sous-sol, donc il faut s'assurer que ça soit bien désinfecté. En fin de journée, la ville se retrouve complètement isolée et scindée en plusieurs îles. La route 138 ainsi que la 362 sont fermées et le quartier Transim est complètement inaccessible. Ça travaille fort en ce moment, c'est pas encore terminé. Là. On a beaucoup de dommages au niveau de la ville. Les équipes sont sur le terrain, sont déployées, puis tout le monde est en action pour aider à l'évacuation qui a lieu en ce moment. La polyvalente Saint-Aubin ainsi que le camp Le Manoir des éboulements sont alors transformés en centre d'accueil.
On a super belle collaboration avec la polyvalente, le personnel en place est impliqué, les procédures d'urgence, tout va bien, on a de la nourriture, on a des lits qui sont prévus, puis on se prépare pour passer la nuit. Le personnel de la Croix-Rouge n'est pas encore arrivé, mais va être déployé aujourd'hui. Donc, va nous amener du matériel, des rations supplémentaires aussi, parce qu'on n'a pas encore de détails sur la durée là, où on va avoir les gens qui n'auront pas accès encore à leur logis. Donc, nous, on est prêts à rester plusieurs jours s'il le faut. Là, on va avoir les vivres pour tout le monde. En ce mardi 2 mai, l'eau s'est retirée de certains secteurs et l'heure est au constat des dégâts. C'est ma maison et puis ça c'est ce qu'il en reste. Ah, franchement c'est pire que ce que j'aurais pu imaginer. La digue a lâché, ouais, en fait, on voit qu'ils sont en train de ramasser ça. Là. Jusqu'à la fenêtre, ça rentrait par le sous-sol? Oui, à peu près jusqu'à là. Donc là c'est un demi-sous-sol et puis à peu près, je te dirais, 5-6 pieds. 5-6 pieds à l'intérieur. Ouais, facile. On va voir par où on commence. Là, c'était à évacuer ceux qui étaient là. Déjà, c'est la première étape. Puis aller chercher de l'aide là où on peut là, voir qui est-ce qu'il faut contacter. Puis là, j'ai appelé les amis là qui s'y connaissent un peu. Demain matin, on va faire un plan de match et puis on va s'organiser. Il va falloir qu'il y aille étape par étape, comme il dit. Première chose, c'est vider au complet, puis après ça, désinfecter, faire sécher. Ça risque de prendre un bout de temps avant de recommencer à bâtir. On se sent dans un pays ravagé. Ouais. C'est sûr qu'on a du ménage, mais honnêtement, j'ai toute mon empathie. Puis il va falloir serrer les coudes dans le quartier parce qu'il y a des gens plus bas sur la rue qu'eux autres. C'est vraiment... Nous autres, la maison, en 1936, a été rénovée et ils ont reculé la maison et ils l'ont relevée. En fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés protégés, entre guillemets. On n'a pas eu d'eau au plancher, au rez-de-chaussée. Tout est dans la cave, là. Ça a cédé. Ça a été vite. Ça a été une question de temps, à peu près une demi-heure, là, puis il n'y avait plus rien à faire. Il fallait quitter les lieux. Parce qu'il y a bien du monde, là, que, pour moi, là, ils vont en arracher. Puis c'est tout du monde de Sapinante, quasiment dans le coin. Les services de sécurité publique poursuivent leurs efforts pour permettre l'accès aux maisons ravagées afin d'entamer les travaux le plus rapidement possible. Il y a des travaux qui ont continué cette nuit. Puis là, aujourd'hui, l'eau s'est retirée progressivement des rues. Fait que là, c'est accompagner les gens dans leur résidence, s'assurer que la structure là, du bâtiment n'est pas dangereuse, voir s'ils peuvent réintégrer. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont encore complètement fermés, là, sur Saint-Joseph, la rue des Cèdres. Tout ça, il y a des terrains qui ont vraiment été creusés, encore remplis d'eau. Quand c'est pas possible de réintégrer tout de suite, là, ils peuvent ramasser des effets personnels. Après ça, ils s'inscrivent sur une liste. La Ville met à disposition là, des pompes pour vider les sous-sols. Hydro-Québec passe pour vérifier tous les compteurs, les panneaux, l'électricité pour pouvoir rebrancher. Mais c'est vraiment là, au cas par cas. Ils doivent passer chaque résidence pour s'assurer que c'est prêt à redécoller. Plusieurs citoyens offrent gîtes et couverts sur les réseaux sociaux. Les propriétaires de maisons secondaires vacantes ainsi que plusieurs hébergements touristiques offrent leur aide gratuitement.
Jusqu'au 7 mai, c'est la semaine de la santé mentale et l'équipe de CTRB Berthierville nous présente l'organisme L'Envol qui offre, depuis 1992, au sud de la MRC d'Autrey, un service qui vise à briser l'isolement des personnes qui ont souffert ou qui souffrent de problèmes de santé mentale. Mon nom est Carole Belrose, je suis coordonnatrice de L'Envol, qui est un groupe d'entraide en santé mentale dans le sud de la MRC d'Autrey. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, on trouvait important de pouvoir mettre en lumière notre organisme, qui est un groupe d'entraide en santé mentale, parce que c'est souvent des organismes qui sont un peu méconnus. On ne se vante pas toujours d'avoir besoin de leurs services, donc c'est une façon d'être mieux connu puis permettre aux gens de nous découvrir. Bien, la mission de l'organisme L'Envol, c'est de briser l'isolement des personnes qui vivent ou ont vécu une problématique de santé mentale. Donc, c'est avant tout un endroit pour se rencontrer. C'est aussi un lieu où ils peuvent retrouver du pouvoir sur leur vie en participant à la vie démocratique de l'organisme, donc un but de transformation sociale en même temps. L'Envol existe depuis 1992. Ça a été fondé à l'époque par une organisatrice communautaire du CLSC. Et puis, au départ, c'était des membres qui vivaient une problématique de santé mentale, qui voulaient des services autres que ce qui s'offrait dans les hôpitaux. Donc, c'est là où un conseil d'administration de membres s'est créé, en même temps que beaucoup d'autres groupes d'entraide dans d'autres MRC. Donc, on a tous à peu près 30 ans. Bonjour, je suis Sylvie Rochelot et ça fait 1 an que je viens à L'Envol. Depuis l'âge de 17 ans, ça m'a fait lâcher l'école. Crise de panique, crise d'angoisse, peur de sortir. J'avais peur de tout. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Il y a 2 ans, j'ai eu la douleur de perdre mon mari. Et là, tout a brisé, si on peut dire. Je perds mon mari, je fais de l'anxiété, je fais des crises de panique, je ne suis pas capable de rester toute seule. Là, c'était l'enfer. Ma mère, un jour, elle regarde dans le bottin téléphonique, puis elle voit L'Envol. Puis elle dit, peut-être, ça pourrait t'aider. Fait que je suis venue ici la première fois, j'ai rencontré Yannick. Ça m'a fait du bien de jaser avec elle, tout. Puis elle dit, reviens, c'est sûr qu'on va t'aider. Une semaine après, j'attendais ma vie. Je n'étais plus capable. Là, ça faisait trop mal. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai rappelé Annick pour dire, je vais retourner vous voir. Puis Annick n'était même pas surprise que j'attendais ma vie. Elle a dit que la souffrance était palpable. Et depuis que je viens à L'Envol, bien, ça a changé ma vie. Depuis le 1er avril, je vis seule dans un appartement. Je n'avais jamais vécu seule de ma vie. C'est merveilleux. J'ai repris goût à la vie. J'ai pas d'idée noire. Je pense pas d'en avoir non plus parce qu'avant, j'avais pas de réseau de soutien. Je m'en suis créé un. L'Envol est devenu une famille. Ça m'apporte tellement de réconfort. Il y a des journées, je venais ici, j'avais pas le goût de venir. Puis dès que je sortais d'ici, là j'étais énergique au bout. Puis là, bien, je parlais à Annick des idées que j'avais de sortie. Puis Annick, ça serait peut-être fun que tu embarques dans le comité d'administration. C'est ce que j'ai fait. Puis je m'implique. Et tant que je vais pouvoir donner du temps à L'Envol, je vais le faire. Même si ma problématique en santé mentale est stable, L'Envol est devenu une famille. Je veux me dévouer à L'Envol. Ça me fait du bien de venir. Puis je fais du bien aux autres en plus de ça. Ils me disent, tu as de l'énergie, tu nous fais du bien. Fait que c'est donnant, là. Fait que c'est une belle famille, L'Envol. Ça fait vraiment une différence. Vraiment une différence. Souvent, j'ai dit à Carole et à Annick, vous sauvez des vies puis vous ne le savez pas. Au groupe d'entraide, c'est vraiment l'entraide par le groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, entre eux, ils vont avoir vécu des expériences qui peuvent servir aux autres. Donc, c'est beaucoup la plus-value de parler à des gens qui ont passé par les mêmes étapes que nous. Donc, des fois, à travers les mêmes services, prendre la même médication. Donc, c'est vraiment cette plus-value-là d'utiliser le groupe pour en apprendre plus sur la santé mentale puis pour s'entraider entre eux, faire le filet de sécurité. Bonjour, mon nom est Lynn. Je suis la présidente du CA, du comité administratif de L'Envol. Ça fait déjà 7 ans que je suis à L'Envol, puis j'adore ça. On a beaucoup d'entraide dans L'Envol. C'est surtout de l'entraide entre nous qu'on réussit à parler avec une personne qui nous comprend exactement. C'est ça qui est le principal de mes attraits que j'aime le plus. Ce qu'on nomme souvent ici, c'est que c'est un peu le reflet d'une micro-société.
Ce qui se passe en groupe, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans notre vie personnelle. Donc, les gens sont souvent ici à mettre en place des stratégies dans leur relation avec les autres qui vont leur servir après avec leur famille, leurs voisins, leurs proches. Donc, c'est un peu une façon, avec de l'aide, de se préparer à faire les mêmes expériences, mais après avec nos proches, avec notre entourage. À notre organisme, dans le fond, les groupes d'entraide en santé mentale, l'approche qui est utilisée, c'est l'approche alternative. C'est offrir une alternative à l'hospitalisation. Donc, dans le fond, les gens peuvent plus décider qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que leur santé mentale se stabilise sans nécessairement avoir besoin d'être hospitalisés. Donc, ça peut être de venir en individuel rencontrer l'intervenante, ça peut être de faire des activités pour sortir de la maison, briser l'isolement, ça peut être de venir une fois à l'occasion, comme ça peut être plusieurs fois semaine. Donc, c'est l'alternative un peu à l'hospitalisation. En fait, une des choses qu'on voit qui est un point positif d'avoir fréquenté un groupe d'entraide en santé mentale, on voit certains de nos membres qui, jour 1, quand ils sont venus nous rejoindre, avaient de la difficulté à aller faire leur épicerie, n'étaient pas certains de pouvoir habiter seuls. Puis maintenant, c'est des gens qu'on voit fréquenter aussi d'autres organismes, aller faire des activités à plusieurs endroits, pas nécessairement seulement dans notre groupe d'entraide. Donc, des gens qui ont retrouvé du pouvoir sur leur vie. On a aussi certains membres qui, jour 1, avaient été accompagnés d'un intervenant pour être capables de venir nous rencontrer, puis qu'aujourd'hui sont sur notre conseil d'administration, peuvent participer, engager des futurs employés en étant sur un comité de sélection, peuvent aller faire de la représentation en assistant aux assemblées générales de d'autres organismes. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, font des choses pour notre organisme qu'ils n'auraient pas cru pouvoir faire là, au jour 1 de leur fréquentation. Donc, c'est vraiment des gens qui ont repris le contrôle de leur vie. Pour lutter contre les préjugés, la Soupe populaire de Chaudron Gourmand propose à ses clients et utilisateurs de partager leurs préjugés. Un reportage de Marc Baudouin de la TVC de la Matapédia. La Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia pose une action de sensibilisation et de lutte aux préjugés dans le cadre de la Soupe populaire. L'objectif vise à faire réfléchir la population sur les divers préjugés entretenus dans notre communauté et les impacts de ceux-ci. Alors, on va aller faire un tour. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Sébastien Lévesque, qui est conseiller d'accompagnement à la Corporation de développement communautaire de la Vallée de la Matapédia. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, vous avez organisé une activité de sensibilisation contre les préjugés ici à la Soupe populaire. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi l'événement de la Soupe populaire pour faire cette journée de sensibilisation. Bien, effectivement, c'est qu'il y a encore un préjugé très présent que la soupe populaire, bien, c'est juste pour les pauvres, mettons, si on utilise les vrais termes qu'on entend dans la rue. Donc, l'idée aujourd'hui était de travailler aussi à déconstruire ce préjugé-là. Donc, la soupe populaire au Chaudron Gourmand, c'est vraiment pour l'ensemble de la population, tout le monde qui veut venir partager un bon repas, jaser, briser l'isolement. Donc, c'est pas nécessairement juste là, pour les personnes là, qui ont des difficultés financières. C'est vrai qu'on a souvent ce réflexe de penser ça, mais c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, vous avez une petite activité que vous faites faire aux personnes qui viennent prendre un repas ici. Oui, fait qu'on fait le tour des tables puis on demande aux gens d'inscrire sur des petits post-it qu'on leur remet des préjugés qu'ils connaissent. Fait que ça peut être en lien là, avec les situations financières, orientation sexuelle, identité de genre, peu importe le type de préjugés. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés qui existent sur plusieurs thématiques. Fait qu'on demande aux gens d'en inscrire qu'ils connaissent, de les coller sur un grand tableau. Puis, dans le fond, les deux comités là, qui travaillent là, sur cet enjeu-là de la lutte aux préjugés là, vont pouvoir s'inspirer des messages qui vont être collés sur le tableau pour voir sur quel préjugé on pourrait travailler au courant de la prochaine année. Oui, et puis c'est important parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est quoi l'impact des préjugés sur une communauté comme ici? Bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent souvent isolées et qui peuvent se priver de certaines choses en vie, de peur d'être victimes de préjugés. Donc, ça a un impact là, moral là, quand même important pour plusieurs personnes. Donc, c'est important de travailler là-dessus, peu importe le type de préjugés. On voit que les organisations travaillent là-dessus aussi, mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre les préjugés?
Bien, c'est sûr qu'une bonne chose qu'une personne peut faire, c'est d'essayer de réfléchir à quel type de préjugés elle a elle-même, d'essayer de comprendre de où il vient. Tu sais, des fois, ça peut venir juste de notre famille, parce qu'on a toujours entendu ça, ah, tel genre de personne, tu sais, c'est ça, tu sais, ah, lui, ce chômage, c'est parce qu'il veut pas travailler. C'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est de réfléchir de où viennent nos préjugés, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les déconstruire finalement, là, pour donner la chance à tout le monde de pas... de briser, c'est ça. Ces préjugés-là, c'est les billets qu'on a dans notre vie. Bien, merci Sébastien, puis félicitations pour d'avoir organisé cette journée-là pour sensibiliser justement les gens aux préjugés. Merci beaucoup. La préfet, les députés de la Matapédia ne pouvaient pas être présents ici aujourd'hui, mais avaient quand même un petit mot pour nous, alors on les écoute. Bien, c'est important de faire une journée comme celle-là sur les préjugés, justement, parce que on n'est pas à l'abri de ça, personne. On est tous, un jour ou l'autre, même soumis comme personne à porter des préjugés, mais aussi à en recevoir. Donc, c'est toujours important de se rafraîchir, de se rappeler que ça existe. Puis, je pense qu'il faut, justement, s'assurer que tout le monde n'est pas à l'abri de ça. C'est pas une question de salaire, c'est pas une question de sexe ou d'origine ou peu importe. C'est vraiment simplement une question, des fois, de porter un jugement rapide, je pense, parce que des fois, c'est pas nécessairement voulu, ces préjugés-là ressortent. Je pense que c'est ce qu'on en fait qui est important. Donc, faut pas rester je pense qu'il ne faut pas rester accroché à ces préjugés-là, puis il faut travailler pour les disséminer. Puis, facilement, je pense que c'est l'information. Quand on connaît, on comprend mieux, puis on peut peut-être se mettre à la place des gens, ce qui nous aide justement peut-être à passer à autre chose ou à enlever ces barrières-là, à baisser ces barrières-là des préjugés. Parce que souvent, même les barrières, on s'y dresse nous-mêmes. Donc, c'est le fun de pouvoir travailler ça. Une journée, se le rappeler une fois par année, se le rappeler, puis de dire, on travaille tout ça ensemble, tout le monde, pour abattre ça. Mais ça va revenir, puis il faut juste pas s'y accrocher, puis de, justement, passer à autre chose. Parce que les préjugés font mal, parce que les préjugés ne rendent pas justice aux personnes, parce que les préjugés nous empêchent d'apprécier les personnes à leur juste valeur. C'est une lutte quotidienne. Il faut apprendre à connaître les autres. On s'enrichit toujours lorsqu'on fait cela. Et c'est une journée, mais ça devrait être à l'année qu'on travaille à lutter contre les préjugés qui nous empêchent de se rassembler, qui créent des murs, qui créent des tensions inutiles. Au lieu d'entretenir des préjugés, entretenons une chaîne de bons sentiments. Disons au plus de gens possible tout le bien qu'on pense d'une personne, d'une organisation, d'une situation. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Alors, essayons à notre échelle, chacun d'entre nous, dans la Matapédia, de dire du bien des autres, au lieu d'entretenir des préjugés qui ne servent à rien. C'est important de consacrer une journée à ça, et même plus qu'une journée, je dirais, il faudrait consacrer la semaine, un mois de sensibilisation, ou même le faire à l'année, parce que la première étape pour changer les choses, c'est d'en parler. Alors, je pense qu'on est rendu là, il faut parler des préjugés, des différents préjugés qui sont présents dans notre société pour essayer de les combattre ensemble. Il y a des compréhensions de certains sujets qui sont différents de la part de certaines personnes. On fait souvent des raccourcis intellectuels. Alors, de le faire en l'imageant, en invitant les gens à venir se recueillir autour d'une soupe, c'est la bonne façon parce que ça enlève le préjugé que c'est pas seulement les gens qui ont moins de sous qui vont aller dans les soupes populaires. Alors, j'invite vraiment les gens à discuter entre eux et c'est la meilleure façon de combattre les préjugés. Il n'y a pas seulement les préjugés liés à la pauvreté, évidemment, et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on se retrouve aller dans une banque alimentaire ou aller à une soupe populaire. Il y a plusieurs raisons derrière ça et ce sont souvent des raisons légitimes qui vont apporter de la gêne à la personne qui reçoit ces services-là. Mais il faut enlever justement ce sentiment de gêne, ce sentiment de honte et c'est en ayant une compréhension de la situation autour de nous qu'on peut réussir à briser ces barrières-là et à briser les préjugés. Alors aujourd'hui, j'invite les gens à discuter entre eux et à briser justement ces barrières. Tous les mercredis de 11h30 à 13h, venez déguster un repas chaud et socialiser au Chaudron Gourmand, au 54 rue du Pont à Amqui. Les dons amassés aideront Moisson Vallée dans leur mission de service et de distribution alimentaire.
pour souligner la semaine du bénévolat, le Centre d'action bénévole de Brandon a invité l'humoriste et animateur Alain Dumas à prononcer une conférence. Pierrette Jubinville de CTB-TV s'est entretenue avec lui. Bien, bonjour, M. Dumas. Enchanté. Je sais que vous allez bien d'après ce que vous avez parlé aujourd'hui. Merci de votre présence et d'avoir apporté de si beaux mots sur le bénévolat. Oui, bien, c'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. Ça a toujours été ça, le bénévolat. Moi, c'est depuis que je suis petit. Et ce que j'ai voulu amener aujourd'hui dans ce discours avec autant de bénévoles qui sont présents, on est dans la semaine des bénévoles. On dit bénévoler à l'unisson, bénévolons à l'unisson. Bien, c'est-à-dire que si on veut être à l'unisson, l'importance d'être le maximum de gens qui mettent l'épaule à la roue, parce que c'est notre société qui en bénéficie, bien moi, ce que je voulais amener, c'était un peu le fait de travailler en fonction de nos familles, de nos enfants. Je suis grand-papa aujourd'hui, puis ma fille, je l'ai impliquée, j'ai voulu qu'elle fasse du bénévolat, ça a été le cas, et mon petit-fils a 2 ans, il est encore trop petit, mais je pense qu'il faut être capable de renforcer le sentiment d'empathie que les enfants peuvent avoir. Quand ils sont sensibles aux autres, c'est déjà là une porte ouverte à faire d'eux des agents de changement dans l'ordre d'améliorer les gens autour de nous, tenter de faire notre petit geste pour améliorer les choses. Puis même à 2 ans, quand on leur dit « le jouet, bien, il n'est pas juste à toi, tu peux le prêter », quand on renforce ça, on est capable de faire comprendre que faire plaisir à l'autre, bien, c'est bon aussi pour soi. C'est donc quelque chose qui commence très tôt si on veut que nos générations à venir puissent aussi bénévoler à l'unisson. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a parti votre bénévolat? Oui, mais moi, je dirais que c'est quand j'étais petit, justement, quand j'étais en 6e année, j'étais un jeune qui était, bon, très populaire avec ses amis, je faisais du sport, j'étais très actif. Et je me rappelle d'un jeune en 6e année qui avait des problèmes physiques et puis qui avait de la difficulté à marcher. Et moi, pour aller à l'école, tous les jours, je passais devant avec mes amis, on allait vite, puis on le voyait, puis à un moment donné, un petit déclic, tu fais comme... Ça n'a pas l'air facile pour lui, là. Puis j'ai parlé avec ma mère, puis ma mère m'avait dit « Hey, mais si ça te fatigue, pourquoi tu ne vas pas marcher avec lui? » Je dis « Ah, mais mes amis vont... » Non, non. Est-ce que tu as envie d'être... Ouais, bien, tes amis, ils marcheront tout seuls s'ils veulent, mais toi, tu as envie d'aller voir ce petit garçon-là puis de lui dire « Hey, je peux marcher avec toi. » Tu vas lui donner de ton temps. Et ça, je suis en 6e année, et c'était parce que j'avais ce sentiment d'empathie-là que ma mère a favorisé ça, elle a valorisé ce geste que je pouvais poser et que j'ai posé, et qui devient, dans mon histoire, ce premier geste que je pense avoir posé en termes de donner du temps à l'autre. Ouais. Vous avez inculqué ça aussi à vos enfants. Tantôt, dans la conférence, vous avez parlé de votre fille. Ouais. Probablement que toute votre famille est impliquée, va l'être impliquée au cours des années à venir. Ouais. Oui, parce que comme j'entendais des gens qui recevaient des prix aujourd'hui parce qu'on leur disait merci pour les années que vous avez fait du bénévolat, des gens de la région ici, ça m'a touché de voir une dame recevoir son prix et dire « Ah, ben j'ai toujours été comme ça, c'était comme ça dans ma famille. » Hey! C'est petit comme phrase, mais c'est immensément riche. Ça veut dire qu'on a la capacité, comme famille québécoise, de transmettre ces valeurs-là. Et moi, je fais ça, ou je tente de le faire avec ma femme pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent l'avoir aussi. Mais aussi, les enfants, c'est quelque chose qui nous touche. Puis comme j'ai été voir sur YouTube vos reportages, quand vous avez été très, très ému, là, que la petite fille qui est devenue... c'est quand même... je regardais ça moi aussi, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est émouvant. Ouais. Puis vous étiez en direct, et vous ne le saviez pas du tout. Pas du tout. Tu sais, je trouve que c'est une belle continuité. C'est un beau remerciement. Exact. La petite tape dans le dos. Exact. Des fois, on n'a pas le mot merci, mais... On comprend par le sourire, le regard, tout ça. Hein? Exact. On comprend que le geste... Parce qu'en même temps, c'est bon ce que vous dites là, parce que de recevoir un merci ou un autre, des fois, c'est pas toujours facile à témoigner, mais en même temps, notre émotion nous-mêmes par rapport au geste qu'on veut poser, des fois, elle est difficilement traduisable. Mais c'est une émotion. Quand on a envie de faire plaisir, c'est une émotion. C'est pas toujours des mots. Alors, un regard...
une tape dans le dos, un pouce, comme les enfants vont le faire souvent, ça veut dire qu'ils apprécient et que ça leur fait du bien, l'aide qu'on apporte. Et quand vous avez terminé le Téléthon, est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est mission accomplie? Ouais. Oui, hein? Ouais, ben, c'est-à-dire, oui, c'est mission accomplie, puis en quelque part, elle n'est jamais terminée, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, le Téléthon est terminé, mais déjà, quand le Téléthon, il n'est même pas terminé, qu'on a déjà des choses de faites. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est un continuum. Il est toujours là. C'est pour ça que je trouve important de penser à l'après, quand je ne serai plus là. Après, quand on ne sera plus là, nous, les bénévoles, il faut tout de suite commencer à penser à l'après, parce que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a un continuum de bonté et d'échange, tu sais, ouais. Je suis certaine que vous avez déjà fait votre marque. Puis votre petit sens d'humour aussi doit apporter une touche pour les parents là, qui sont en arrière, là, qui attendent. Là. Ouais. Je suppose... Parce... Non, c'est certain. C'est certain. C'est certain parce que l'humour, c'est ça qui est le plus important, je pense, dans l'humour, c'est d'être capable... En fait, qui disait que c'est une forme, c'est une grande intelligence, l'humour, en quelque part, parce que c'est être capable de passer un message qui, des fois, ne trouve pas d'autres mots que par le sourire. T'sais, ça, c'est... Ouais, là, c'est votre 32e année. Oui, 32e. Ouais. C'est fait beaucoup de télétons. Et de, comme vous dites, vous visitez aussi les personnes âgées. J'ai vu sur YouTube que vous êtes à les conférences, tout ça. Exact. Dans le fond, votre nom est déjà connu. Vous êtes déjà associé. Le mot bénévolat prend tout son sens. Ah oui, c'est certain. Puis je veux dire, ça colle à ce que je suis. Puis si vous saviez la quantité de demandes que j'ai, je peux pas toutes les prendre. Puis en même temps, c'est pour ça que je disais aux bénévoles aussi aujourd'hui, c'est important qu'on dit faire du bénévolat. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, je suis bien ». C'est un peu vide dire faire du bénévolat. Ce qui compte, c'est quoi ton bénévolat? Quelle est ta cause? Parce que moi, je sais bien que c'est important d'être accroché. Je ne peux pas embrasser toutes les causes. J'ai quelques causes, mais à un moment donné, implique-toi au maximum dans chacune parce que ça doit résonner ce que tu fais. Et si tu t'éparpilles dans tout, je trouve ça moins riche parce que je le fais pour moi aussi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça n'en... Ça prend de l'énergie. Mais vous savez, il y a plusieurs années, il disait, moi, je me suis impliquée auprès des bénévoles à l'hôpital. Ouais. Il disait, bénévoler, ça donne des ailes. Exact. Exact. C'était déjà un logo, ça. Oui, oui. Je me souviens très bien de celle même qui a lancé le... Je me rappelle d'avoir jasé avec la fille qui a lancé ça, ce concept-là. Et puis, elle se demandait... Et c'est très beau comme idée, parce qu'effectivement, ça donne des ailes, puis il faut être capable de les prendre, les ailes, et de s'envoler un peu avec ça. Parce que si on reste écrasé et attiré tout le temps, là, c'est exigeant. Ouais. Vous avez des ailes encore pour plusieurs années. Je vous le souhaite. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Dumas, pour cette belle entrevue. C'est gentil. Merci à vous. Alain Manning de la Télévision du Littoral rencontre Marie-Ève Boivin du Centre d'action bénévole Le Nordais à Forestville. Elle nous parle des nombreuses activités qui ont été organisées pour souligner l'apport des bénévoles dans leur communauté. C'est la semaine d'action bénévole est passée maintenant, mais il y a eu des activités qui ont été organisées par le Centre Le Nordais. Peux-tu m'en parler un peu? Qu'est-ce que ça a donné? Oui, effectivement, la semaine passée, c'était la semaine d'action bénévole qui était soulignée à la grandeur du Québec. Bénévolons à l'unisson était le thème de cette semaine-là. Chez nous, au Nordais, on a organisé un 5 à 7 pour nos bénévoles à nous. Mardi dernier, on leur a offert un souper et puis on a suivi ça d'une conférence d'un motivateur, Martin L'Espérance, qui a été vraiment apprécié. On s'implique également dans la participation, la préparation du 5 à 7 des bénévoles de la ville qui a eu lieu jeudi dernier. Et une grosse activité vendredi avec Présage. C'est un organisme là, qui est venu pour souligner l'engagement et l'apport des bénévoles qui a eu lieu vendredi passé au Danube Bleu. On était une quarantaine de participants. En après-midi, on a eu une activité festive en collaboration avec Linda Isabelle. On a réalisé 3 toiles, des toiles collectives qui vont dans le sens du bénévolat, vraiment, vraiment intéressant et agréable.
Mais il n'y a pas juste ça, la semaine du bénévole. Il y a aussi le Nordel, lui, dans l'année, il fait beaucoup d'activités, il s'occupe de beaucoup de choses. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est sûr qu'avec le Centre d'action bénévole Le Nordel, on a différentes interventions, services exactement. On a des centres de jour pour personnes âgées, pour personnes ayant des problématiques en santé mentale. On offre les services de maintien à domicile, je pense à la popote roulante qui est offerte 4 jours semaine. On a les transports accompagnements médicaux, on accompagne les gens. Notre clientèle majeure, c'est 65 ans et plus, dans leurs rendez-vous médicaux. J'oserais dire à grandeur du Québec, on peut se rendre à Sept-Îles, on va à Québec, Chicoutimi, ça passe partout. C'est nos bénévoles qui utilisent leur voiture et qui accompagnent les gens. Dans ce service-là, la notion de transport accompagnement, c'est ce qui est privilégié. Nos bénévoles accompagnent, même des fois jusque dans le bureau du médecin, les gens qui bénéficient du service. On a un travailleur de milieu pour nos aînés aussi. On a le service de secrétariat en avant, le service des impôts, on est dedans présentement. Pour les gens à faible revenu, peuvent venir faire leurs impôts à moindre coût. On a aussi la friperie, qui est quand même assez reconnue à Forestville et même en Haute-Côte-Nord là, pour la grandeur du magasin et ce qu'on a à offrir. Là. Suite à notre semaine d'action bénévole, on a constaté que oui, au Nordais, on a plusieurs bénévoles. On roule facilement de 100-125 bénévoles annuellement, mais on est toujours à la recherche de bénévoles. Chaque service a besoin de nouveaux bénévoles, de nouveautés. Donc, on invite les gens, s'ils sont intéressés, à donner 1 heure par semaine, 2 jours par semaine, le temps qu'ils ont à donner, l'intérêt qu'ils ont, dépendamment des services. On est toujours capable de leur trouver un petit quelque chose qui les intéresse. Donc, on fait partie des chanceux qui ont encore des bénévoles qui sont là pour nous, mais on est toujours à la recherche de bénévoles, assurément. Là. Le Fief Gaulois est une ferme rustique qui soutient l'élevage d'une grande variété d'espèces animales pour favoriser l'autonomie alimentaire. Danique Julien de CJSR a rencontré un couple d'éleveurs-cultivateurs hors de l'ordinaire. Depuis 2011, le Fief Gaulois est une petite ferme du chemin de la Rivière-Verte à Saint-Raymond-de-Portneuf qui prend à cœur le recyclage des ressources alimentaires. Opérée par le couple formé par Alexandre Normand et Clémence Rigaud, la ferme élève des animaux dits rustiques pour leur viande, leur œuf, mais aussi leur laine. Notre objectif est d'avoir une variété d'espèces animales pour avoir une variété de production qui puisse fournir notre famille. On a commencé comme ça, dans un but un peu d'autonomie. Et puis finalement, petit à petit, nos proches, les gens sont intéressés. On a fait goûter, ils aimaient ça, puis on s'est développé. On a par exemple ici la poule Chanteclair, qui est une race vraiment emblématique du Québec, qui est rustique, moins 40, plus 40, elle est dehors, elle est heureuse, elle est bien. C'est une race à 2 fins qui fait de la chair, qui produit des œufs. On a des porcs rustiques aussi qu'on est capable de garder en extérieur, qui sont un croisement de Berkshire et de Waldwattle. On a des vaches Highland, on a des moutons islandais. Pareil, c'est toutes des races qui vont suivre les cycles, qui vont être capables de rester le maximum dehors. Et puis on fait le meilleur pour eux au niveau des installations pour qu'ils puissent aller en plein air toute l'année. Ces animaux sont principalement nourris avec des produits provenant d'épiceries ou de microbrasseries qui ne peuvent plus être consommés par les êtres humains. Des entreprises d'ici participent à ce procédé qui permet de recycler des tonnes d'aliments chaque année. Au niveau de la distribution des aliments, on va aller prendre un déchet maintenant pour que ça devienne vraiment des aliments pour nos animaux. Honnêtement, on est vraiment fiers. On a fait le calcul dernièrement, puis c'est 90 tonnes annuellement là, de déchets qu'on revalorise. 90 tonnes. Que là, ensuite, on peut la réutiliser. 90 tonnes, c'est ça qui va devenir un intrant vraiment positif là, pour nos animaux. En fait, les cochons, là, ils vont se régaler de drèche de microbrasserie. C'est nous qui absorbons 100% de la drèche du Roquemont, très bonne microbrasserie de Saint-Raymond. Puis on fait aussi là, un bon pourcentage de la fausse, très bonne microbrasserie de Nakona. Pour nos animaux. Sinon, on va ramasser les fruits et légumes de chez Avril Le Bourgneuf puis Avril Place de la Cité.
La même chose, ça, c'est 100% là, de leur... ce qui est plus comestible pour les êtres humains. Il y a un partenariat qui est fait avec les gens les plus démunis qui vont être capables de faire de la transformation pour l'alimentation des gens les plus démunis. Mais ce qui ne peut pas être transformé, en fait, c'est nos animaux ici au fief gaulois qui vont les manger. Au Québec, en 2023, les jeunes familles pratiquant l'élevage des animaux de la ferme se font rares. Pour Clémence et Alexandre, c'est l'attrait vers l'indépendance alimentaire qui, au départ, les a lancés dans ce mode de vie. On sait avec, il y a beaucoup le volet résilience. On est vraiment des fans d'autonomie, en fait. On aime beaucoup produire ce que l'on fait dans plusieurs domaines, mais là, si on s'attarde vraiment à l'alimentaire, veut pas, la meilleure façon de garder de la viande, c'est des animaux vivants dans le champ, là. Donc, on est, de par notre mode de vie qui est très chronophage, puis qui est quand même... peut-être que pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que ça se passe, c'est que c'est beaucoup d'efforts. C'est quand même une vie qui est, on va dire, difficile, mais qui est vraiment, 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 vraiment valorisante. Donc moi, à mon aspect à moi que je vais développer, je te laisse parler après Clémence, je dirais que c'est vraiment le côté résilience alimentaire, d'avoir toujours notre garde-manger est plein. On a des super bonnes pièces de viande, on peut aller les sélectionner. J'ai pas vraiment besoin d'aller à l'épicerie ou aller à telle boucherie. Je m'en vais au sol puis on se dit, hey, ce soir, est-ce qu'on se mange des gros T-bones épais comme ça? Ben oui, on a ça en stock. Et puis écoute, en fait, je pense que c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de vivre ce rythme de vie-là, puisque mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents l'étaient, mes arrière-grands-parents aussi, donc c'est sûr qu'on était déjà baignés dans les cycles. Nos vacances, on allait ramasser des pierres, on faisait la moisson, c'était ça la beauté de tout ça, on allait chez d'autres amis qui avaient des animaux. Pour moi, c'était ça la vie, puis pour moi, c'était dans ce cadre-là que je voulais élever mes enfants, puis je voulais le partager avec eux. Parce que j'ai plein de souvenirs de ça, puis c'est génial ce qu'on leur fait vivre, qu'ils comprennent ce qu'il y a dans leur assiette, la qualité de ce qu'il y a dans leur assiette, mais le travail qu'il y a derrière, puis l'importance de respecter les animaux dans tout ça, puis que si toi, tu veux manger des bonnes choses, il faut que tu travailles pour produire des bonnes choses. Selon Alexandre, c'est un mode de vie valorisant, mais ce n'est pas un mode de vie qui est facile, comme il faut s'occuper des animaux à chaque jour de l'année. Toujours selon lui, le fief gaulois permet en partie aux animaux de la ferme d'en revenir à leurs instincts naturels. On dira peut-être pas sauvage, mais on va dire qu'ils vont vraiment retrouver leurs instincts, puis c'est vraiment ce qu'on adore. On a les images là, des vaches, on va dire, parquées dans quelque chose de restreint. On a vraiment la chance, on va faire la transhumance, c'est une petite transhumance. Ils quittent leur enclos d'hiver. Là, dès que l'eau va pouvoir se rendre jusque dans l'enclos du fond, on va être capable de leur offrir là, grosso modo 150 000 pieds carrés de terrain, puis c'est vraiment des vallons. Donc, ce que ça fait, c'est que quand mes 2 vaches gestantes vont mettre bas, bien, les autres veaux ou celle qui n'a pas mis bas, elle va pouvoir être un peu sur ses gardes, aux aguets pour être capable d'observer. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est en dessous des terres de la couronne. Il peut y avoir du loup, il peut y avoir du coyote, il peut y avoir de l'hybride. C'est pour ça, c'est un mix là, entre les coyotes et les loups. Il peut en avoir. C'est pour ça qu'on pourra peut-être le présenter, mais qu'on a notre... à l'arrière-plan, c'est drôle qu'il soit là. On a Dragoul, notre chien berger. C'est un mélange de gants parméniens puis de berger d'Anatolie, avec un petit peu de montagne des Pyrénées. Notre berger, lui, il va patrouiller au complet. Fait que, au niveau des odeurs, c'est sûr que lui, il est capable de scanner pour savoir s'il y a quelque chose de différent. On a déjà eu des incursions de coyotes. Heureusement, bon, ils avaient attaqué des chevreuils dans la forêt. Ils n'ont pas attaqué nos animaux. Mais quand, justement, on a nos vaches qui vont mettre bas dans le fond du terrain, on est quand même à peu près à 1 kilomètre des terres de la couronne. Donc, ce que ça fait, c'est que oui, déjà, les vaches, elles vont être sur la watch, elles vont être capables là, de se protéger. Mais on a notre berger que s'il y a quelque chose, il va nous réveiller. Moi, techniquement, je vais pouvoir sortir pour aller porter assistance. Puis lui va déjà être un bon à l'avance pour pouvoir là, réduire la menace. Dans les projets en cours au fief gaulois, on retrouve la future construction d'une nouvelle chambre froide pour pouvoir assurer la bonne préservation des denrées qui proviennent des épiceries et des microbrasseries. Il y a d'ailleurs une campagne de financement en cours à ce sujet. En fait, il ne faut pas hésiter à nous contacter. En ce moment, sur la campagne de sociofinancement, on offre beaucoup d'exclusivité. On essaie d'ouvrir nos portes, c'est-à-dire qu'on offre des visites. Les gens peuvent venir nourrir. Fait que ça, c'est pour sensibiliser petits et grands. C'est chouette de voir d'où vient la viande qu'ensuite on a dans nos assiettes. Et puis, c'est chouette pour nous de partager notre mode de vie, de partager nos valeurs, de rendre ça accessible. On a aussi sorti, par exemple, notre saucisson qui n'était pas encore sorti ailleurs. Fait que n'hésitez pas à aller sur notre site Internet ou notre page Facebook ou La Ruche. Vous allez pouvoir voir tout ce qu'on fait puis tout ce qu'on est capable de vous offrir en ce moment. Les produits du fief se retrouvent notamment au dépanneur Marie-Claude de Saint-Raymond, à la fromagerie du Mouton Blanc de Pont-Rouge, mais aussi à la fromagerie des Chambeaux-Grondines. C'était Danick Julien pour CJSR.
Dans Charlevoix, comme partout ailleurs au Québec, les maraîchers doivent compter sur leur clientèle locale pour rentabiliser leurs opérations. Lydia Duchesne de TVCO s'est rendue à Cap-aux-Oies rencontrer des producteurs. L'agriculture, on le voit, là, il y a une porcherie qui vient de fermer aux éboulements. Les fermes ferment. Généralement, il n'y a pas beaucoup de relève, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent reprendre la chose. Puis quand on démarre la ferme, bien, ça demande beaucoup de capitaux. Puis là, on est dans des marges qui sont très minces. Aller à la rencontre de producteurs maraîchers, c'est aller à la rencontre de la résilience. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal et Laurence Garot des Jardins de Cap-aux-Oies font partie de l'Association des fruitiers et maraîchers de Charlevoix. C'est une association qui regroupe une vingtaine de membres à ce jour. Avec le renouveau agricole qu'il y a en ce moment, il y a tellement de fermes qui s'implantent partout sur le territoire. On a décidé collectivement de se resserrer les coudes ensemble puis de créer un petit réseau qui pourrait se représenter puis faire valoir ses intérêts. De quelle façon elle fait valoir ses intérêts? De quelle façon ça sert à ses membres? Bien, il y a plein d'axes. Il y a la mise en marché collective, il y a la représentation politique, il y a du réseautage, des visites de ferme, il y a des activités de formation. Des achats collectifs. Grâce à cette mutualisation des ressources matérielles, humaines et du savoir-faire, les membres de l'association unissent leurs forces et élaborent différents projets, comme celui d'un marché ambulant dans les déserts alimentaires de la région. Un désert alimentaire, là, c'est ce que le gouvernement dit. c'est le gouvernement qui définit certaines zones où c'est difficile de s'alimenter. C'est-à-dire, par exemple, que ça prend plus que, je vais dire un chiffre, là, 20 minutes pour se rendre à l'épicerie, qu'il faut absolument une auto, que tu n'as pas nécessairement tous les produits disponibles. Puis ben, dans Charlevoix, à cause qu'il y a beaucoup de distance entre les municipalités puis qu'il n'y a pas des GA dans chaque village, ben, il y a plusieurs villages qui sont nommés comme déserts alimentaires. Dans Charlevoix, toutes les municipalités, à l'exception de Baie-Saint-Paul et la Malbaie, sont considérées comme étant des déserts alimentaires. Pour l'instant, le projet débute cette année, donc c'est un peu une année test. Là, ça va être juste pendant l'été, donc on vise un 11-12 semaines environ, pendant lesquelles on ferait des marchés, dans le fond. Fait que soit on irait dans les municipalités faire un mini-marché avec tous les produits des différentes fermes participantes pour les rendre disponibles à la population, ou sinon, à Notre-Dame-des-Monts, par exemple, on a un partenariat avec la petite épicerie qui est là, où on pourrait approvisionner l'épicerie en légumes et en fruits. Pour cette première édition, le marché ambulant se rendra à la coop L'Affluent de Petite-Rivière-Saint-François, à l'Île aux Coudres et à la coop alimentaire de Notre-Dame-des-Monts. À cela s'ajoute la présence des producteurs dans les marchés publics réguliers. C'est l'activité sociale de choix, premièrement, puis c'est notre manière de rencontrer les citoyens et citoyennes de Charlevoix. C'est le meilleur canal pour s'alimenter localement, de saison, avec des produits ultra frais. Il y a beaucoup de fermes pour qui c'est leur gagne-pain. Puis, dans le contexte économique en ce moment, où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'inflation et des coûts du panier d'épicerie, bien, c'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Non seulement si on veut conserver la pérennité économique de nos fermes sur le territoire, mais si on veut aussi consolider nos prix d'achat. Parce que à travers la saison, si les coûts continuent à monter, bien, la bouffe ne va pas arrêter de monter. Sauf que toutes les fermes dans la région, bien là, on a tout acheté notre stock pour produire. Fait qu'on est capable de fixer nos prix. C'est la même chose avec les paniers bio. C'est une manière de fixer son prix d'épicerie au niveau des fruits et légumes de saison. Cette précarité financière du milieu agricole pèse d'ailleurs lourd sur les producteurs qui ont besoin du soutien de leur communauté par l'achat local avant tout. On ne peut cesser de parler de la santé mentale des agriculteurs, agricultrices. Je pense que c'est un métier qui est extrêmement demandant en termes d'énergie, comme plein d'autres, mais c'est une énergie qui est vraiment saisonnière. Puis on est sur nos fermes à tous les jours pendant des journées de 10-12 heures, donc ça fait que c'est difficile de prendre du recul un peu. Donc en pleine saison, je dirais que c'est
ça peut être stressant, puis ça peut être difficile d'avoir une vision d'ensemble puis stratégique sur nos entreprises. Surtout qu'en ce moment, la situation économique fait que c'est vraiment compliqué, les choses changent, les chaînes d'approvisionnement sont complexes, c'est difficile d'avoir les choses qu'on a besoin dans le bon moment, tout coûte plus cher, autant au niveau de la construction qu'au niveau des intrants. Donc, c'est sûr que c'est difficile à ce niveau-là. Les producteurs vous invitent donc à consulter le site du Réseau des fermiers de famille pour vous abonner au panier bio disponible près de chez vous. Notez d'ailleurs que différentes formules plus flexibles sont maintenant proposées pour faciliter l'accès à ce service. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens s'abonnent à la ferme au printemps. On donne un rabais sur leur abonnement, un rabais au niveau du prix. Là. Et quand ils viennent la première fois chercher leurs légumes, ils reçoivent une carte. Puis cette carte-là, c'est comme une ardoise, puis ils peuvent prendre tout ce qu'il y a sur notre étal. Fait qu'on fait comme un marché public, mais les gens ils viennent puis ils prennent ce qu'ils veulent, en quantité, en diversité. Donc cette semaine-là, tu reçois de la visite. Ou si cette semaine-là, c'est ta semaine de garde de tes enfants, tu peux en prendre plus. T'en prends plus. Si t'es seul, t'en prends moins. Si tu pars en vacances, il n'y a aucun problème. T'as pas perdu ton panier. T'as pas perdu ton panier, t'as pas besoin de nous appeler, t'as pas besoin... C'est le plus simple possible. On doit manger, tu sais. Fait que si on peut bien manger, puis manger de la manière la plus intelligente et la plus responsable écologiquement aussi possible, ben faisons-le. Puis mettons l'énergie puis l'amour qu'il faut dans ce projet-là. Moi, je considère que c'est un projet de société, là, comme la santé, comme l'éducation. Les fermes qui sont ici, ben il faut en prendre soin en allant acheter du stock. Ça semble... ça peut pas être plus simple que ça, là, mais c'est pas vraiment de l'encouragement que les producteurs et productrices ont besoin. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui viennent nous voir au marché public, qui s'abonnent au panier, qui achètent notre stock à l'épicerie, qui viennent à nos kiosques. Si vous aimez produire vous-même vos légumes, les Jardins de Capauzois organisent également une vente de plants à la fin mai. Consultez leur site web pour en connaître les détails. Marc Després de TV Métis est au Château Landry à Montjoly où est présentée une exposition en réalité augmentée intitulée « Tracé de voyage, 20 ans d'aller-retour ». Alors, je me trouve au Château Landry, donc on est dans une pièce importante parce qu'il y a une belle exposition là, qui commence justement. De quoi s'agit-elle? C'est Tracé de voyage, c'est 20 ans de voyage en 20 œuvres de réalité augmentée. C'est vraiment une façon de faire un tour du monde à travers des animations, des sons, des anecdotes. Donc, on invite vraiment tous les gens à venir au Château Landry jusqu'au mois de juin. Une exposition qui est gratuite, donc un tour du monde gratuit, c'est quand même une belle invitation. Et à ce moment-là aussi, bon, avec cette nouvelle technologie, bien, c'est une nouvelle technologie avec laquelle vous travaillez aussi. Exactement. La réalité augmentée, donc les gens peuvent venir avec n'importe quel appareil mobile, que ce soit un téléphone, une tablette. Ici, on télécharge une application qui est complètement gratuite et avec la connexion Internet, toutes les illustrations vont prendre vie. Donc, c'est quand même assez nouveau, assez moderne comme technologie, puis ça permet une immersion dans le voyage. Donc, c'est à travers mes 20 ans de voyage, des 20 anecdotes de 20 pays que j'ai visités. Et à travers ça, bien, il y a Marc et Miss Pixel qui ont vraiment travaillé pour transmettre ces voyages-là à travers le numérique. Quelle est la différence entre les deux, vos travails par rapport à... Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'un livre, d'illustration d'un livre, dans lequel on a ajouté la réalité augmentée. Puis après ça, on a dit, on va transformer ça en exposition. Donc, il y avait quand même une adaptation à faire entre l'œuvre physique, le livre, et l'œuvre d'exposition. Là. Donc, à partir de là, on a travaillé vraiment le concept d'animation, d'exposition et de réalité augmentée là-dedans. Ouais. Je pense que c'est la première fois que vous avez travaillé ensemble? On a déjà travaillé ensemble, on se connaît depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on travaille avec cette technologie-là. Puis en fait, c'est tellement nouveau qu'on n'avait pas de modèle à suivre. Il fallait procéder beaucoup par essai-erreur, beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'essais. Puis on a comme appris un peu sur le tas. Puis Marc, bien, c'est un artiste multidisciplinaire qui est vraiment à l'aise avec les technologies, donc il a trouvé des manières vraiment créatives d'utiliser cette technologie-là. Et à ce moment-là, bien, vous avez travaillé sur ce projet-là, entre autres en résidence ici de création. Absolument. Ça a été un moment magique, d'ailleurs, de rencontrer, d'être avec Hugo et Orbi, qui étaient là pour créer les illustrations d'un autre livre. Là.
Et puis, parce que c'était un autre livre, là, que dans le fond, c'était pas celle-là en tant que telle, mais ça revenait un peu au même parce qu'on pouvait faire le lien entre les deux, le passage entre notre expérience qu'on a gagnée dans cette exposition-là, tracé de voyage, et les projets à venir. Et ça a sûrement amené quelques petites difficultés là, de travailler de cette façon. Bien, des difficultés, oui, des erreurs, des apprentissages, puis aussi de découvrir comment on peut transposer ça pour que ce soit vivant chez les gens. Les gens qui ne connaissent pas nécessairement cette technologie-là, ils se demandent c'est quoi? C'est-tu avec des lunettes de réalité virtuelle? Non, c'est juste avec votre appareil. Mais ça vaut la peine de l'essayer. C'est une expérience qui est nouvelle, puis vu que c'est accessible à tous, que c'est gratuit, bien, ça vaut la peine de venir. Et en plus de cela, ben, c'est pour une bonne cause, parce que chacune des pièces qui est présentée sur les murs, là, les gens peuvent se les approprier. Absolument, puis tous les revenus vont aller au CLAC. Donc, c'est quand même très précieux qu'on puisse permettre cette possibilité-là, d'aider un peu à la belle cause du CLAC, qui est un organisme exceptionnel, qui fait un travail exceptionnel auprès de la communauté pour inviter des artistes de partout dans la province. Donc, si on peut leur donner un petit coup de main, bien, tant mieux. Parce que ces œuvres-là ont tourné, on se sont promenés dans plusieurs centres d'exposition à travers la province. Puis là, bien, c'est leur fin de parcours ici. Et nul autre qu'au Château Landry. Quelle belle fin de vie, me semble, hein? Pour une œuvre d'art. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les œuvres, c'est un encan silencieux, mais ils partent à seulement 30 $. Donc, c'est vraiment accessible. Puis ça offre aux gens la possibilité d'avoir dans leur maison, dans leur salon, une œuvre en réalité augmentée. Ils vont devenir populaires avec leurs amis. De dire, hey, regardez, j'ai de la réalité augmentée dans ma maison. Pour 30 $, ça vaut la peine. Et là, oui. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est si on revient dans le parcours créatif de ces œuvres-là. Miss Pixel, Isabelle Gagné, elle a travaillé vraiment sur l'aspect visuel. Mais notre interprétation, son interprétation personnelle de l'histoire d'Hugo. Puis ça a été la même chose pour moi comme au niveau sonore. On est reparti des histoires, du contenu, puis on a voulu amener ça encore plus loin. Comme si l'œuvre visuelle se transformait en un rêve vivant. Des extraits, des parcelles de voyage, des instants magiques qu'on retrouve dans l'histoire d'Hugo, dans les histoires d'Hugo. Là. Fait que c'est vraiment ça que les gens vont vivre quand ils vont venir ici, non seulement de vivre le livre en un fragment. Là. Et en plus, avec l'édition de la Crue des mots de cette année, ben, je pense qu'on a même peut-être trouvé le prochain sujet d'une exposition, donc les aurores boréales. Ah, j'aimerais ça, faire les aurores boréales. Quand j'ai vu dans le ciel de Montjoly, ça m'a inspiré, puis sûrement, je vais faire un projet là-dessus, c'était merveilleux. Surtout avec une réalité augmentée, ça sera encore meilleur. Ah oui, tout à fait. Moi, j'intitulerais son livre Le top de char et les aurores boréales. On a déjà trouvé le titre. Mon Dieu, c'est un prochain prix à gagner avec ça. Là. Et bon, vous n'en êtes pas tous les deux à votre première expérience avec la Crue des mots ou avec le CLAC. Donc, est-ce que vous croyez que le CLAC là, est vraiment une instance? Bon, vous les aidez par la vente de chacune des pièces, mais c'est important de supporter un organisme comme ça. Tout à fait. Puis la Crue des mots, c'est un festival unique au monde dans le sens qu'il y a une proximité entre les artistes entre eux, avec le public, avec les politiciens, avec les partenaires, avec les acteurs culturels. Puis c'est vraiment comme une grande famille. Donc, c'est vraiment intéressant de participer à cet événement-là parce qu'on est proche des gens, on est proche des artistes, on a des échanges, c'est très, très familial, c'est super chaleureux. C'est vraiment un bel événement. Ouais, puis c'est tout à l'honneur des organisatrices qui amènent cette énergie-là, qui nous font sentir comme chez nous. On rentre ici au Château Landry, on va dans les écoles, puis on est accueillis d'une façon spectaculaire, spéciale. Puis ça fait que c'est un événement qu'on veut toujours revenir, là. La Crue des mots, là, faut que ça reste un beau secret gardé parce que sinon tous les artistes du Québec vont cogner à la porte. Là. En plus, c'est un anniversaire cette année, un 40e depuis le début de la création du CLAC et du Salon du Livre ici. Donc, ça démontre... C'est une année spéciale, puis ça montre que ça vaut la peine de continuer, que les gens, les acteurs, puis tout ça, ils voient l'importance de ce festival-là. Donc, on invite fortement là, les gens qui ont été intrigués là, présentement à la maison de vraiment venir faire le tour parce que, c'est gratuit, effectivement, puis c'est à partir de maintenant. À partir de maintenant jusqu'au mois de juin, arrivez, passez devant le Château Landry, rentrez, on vous accueille comme si on était chez nous. En fait, toi, t'es comme chez vous parce que tu vis ici. Chez nous, là, mais c'est temporaire. Pas jusqu'au mois de juin, malheureusement. Bien, félicitations pour votre beau travail et puis on invite les gens à venir ici au château. Merci. Bien, merci énormément, merci.
C'est tout pour le Bulletin des régions. Cette semaine, on espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à la prochaine.